Bienvenue à notre activité littéraire de ce jeudi 10 décembre 2020. Je me nomme Dan Moroko, je suis éditeur et libraire. Je suis le responsable des éditions Eloja et de la librairie de la Halle qui se trouve ici dans l'enceinte de l'Institut français. Dans le cadre des activités mensuelles que nous organisons pour la promotion des auteurs et du livre, nous recevons aujourd'hui M. Zef Zabo, qui est juriste de formation et auteur. Il va nous parler de son ouvrage « Justice corrompue ». Et c'est un ouvrage qui a été déjà édité il y a quelques temps, mais aujourd'hui nous allons en parler dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme. Nous allons essayer de voir à travers ce livre que la justice que nous pensons être corrompue, plus dans les pays du Sud, ne l'est pas toujours aussi dans les pays du Nord. Et nous allons voir les différences entre ces justices parfois que nous disons, nous dans les pays du Sud, notamment ici en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays très corrompu, ça c'est dénoncé par tout le monde, notre justice n'est pas la meilleure. Mais nous allons voir que dans les pays où on dit que la vie est de loin meilleure, la vie est plus paisible, nous allons voir qu'il y a aussi une forme de corruption au sein de la justice. Et c'est le cas qu'a vécu personnellement l'auteur, parce que c'est un ouvrage qui est inspiré des faits réels. Donc c'est une forme d'injustice qu'il a vécue au Canada précisément, et il va essayer de nous parler de ça dans le cadre de notre activité de ce matin. Donc je vous demanderai de suivre et évidemment de poser plusieurs questions, et je crois que ces échanges vont être très importants et instructifs pour nous tous, parce que ça nous permettra de découvrir les différences entre les formes de corruption qui peuvent exister au sein de la justice sur cette planète. Et je vous rappelle que chaque mois, nous nous retrouvons ici. Ce mois-ci, c'est le thème principal est le droit, c'est dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme. Nous nous retrouverons le mois prochain également ici même, dans le cadre d'une autre journée internationale. Ça, je vous le communiquerai à la fin. Donc, je vous demande d'être attentif et de bien suivre le débat d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je laisse l'auteur se présenter d'abord lui-même. Parfait. Alors, bonjour mesdames, messieurs, messieurs les organisateurs également. Alors, je vous remercie tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait, je remercie d'abord vous tous pour avoir rehaussé de votre présence cet événement qui marque d'abord la commémoration de l'adoption de la résolution 217A3 par l'Assemblée nationale des Nations Unies le 10 décembre 1948, donc l'adoption de la résolution portant Déclaration universelle des droits de l'homme au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est, en toute modestie, c'est la raison principale pour laquelle nous sommes ici, c'est de commémorer cet événement grandiose d'un cadre modèle pour toutes les constitutions, qui est référé dans toutes les constitutions. Donc la résolution universelle, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, consacre les valeurs et les principes et les droits fondamentaux et libertés de tout être humain. Et il faut noter le caractère universel justement de l'instrument, cet instrument juridique dont réfèrent toutes les constitutions et auxquelles sont tenus tous les pays à travers le monde. Alors on voudrait aller vous lire l'article 1er, qui est vraiment l'article fondateur qui marque la Déclaration universelle des droits de l'homme.
qui dit que tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droit. C'est très profond. Les êtres humains, tous les êtres humains. Vous voyez, ça consacre déjà la non-discrimination. Il n'y a aucune discrimination, quel que soit l'origine, fondée sur la race, le genre humain, autrefois on disait le sexe, hein, l'âge, il n'y a pas de discrimination. Tous les êtres humains sont nés libres et égaux. Il y a le principe de la liberté qui est consacré, il y a le principe de l'égalité de tous les êtres humains, et on est libre et égaux dans la dignité, en droit, en dignité. La dignité, c'est une valeur sacrée. Dans notre dignité profonde et dans nos droits. Il y a la dignité en tant que valeur intérieure propre de la personne. Votre dignité n'a pas de prix. Et on est libre et égaux aussi en droit. Ça veut dire dans les droits, dans l'exercice des droits, aussi bien objectifs que subjectifs. Il y a des droits objectifs qui sont applicables à tous, mais vous avez, en tant qu'individu, on a tous des droits subjectifs, individuels qui nous appartiennent et qu'on doit être en mesure d'exercer. Et la Déclaration universelle des droits de la personne, la Déclaration des droits de l'homme, vous avez vu, j'ai tendance à dire des droits de la personne. C'est parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948. Mais aujourd'hui, avec la revendication des femmes notamment, et la reconnaissance justement de la parité et des droits des femmes, on tend plus à parler des droits humains ou des droits de la personne que des droits de l'homme. Notamment au Canada, l'équivalent de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne réfère pas à l'homme. On parle de la Déclaration des droits de la personne. On parle des droits de la personne pour ne pas discriminer la femme, parce que la Déclaration elle-même, elle dit que tous les êtres humains sont nés libres et égaux. Donc, on fait sauter cette sorte de discrimination, si on peut l'appeler ainsi, à l'égard de la femme pour de plus en plus parler des droits de la personne. Défenseur, vous n'entendrez pas en Amérique du Nord, par exemple, quelqu'un dire « je suis défenseur des droits de la personne ou des droits de l'homme ». Un pays comme le Canada, ça n'existe plus. Je suis défenseur des droits humains ou des droits de la personne. Vous voyez ? Alors, depuis son adoption, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, ça va me prendre du temps, j'ai vécu pendant 25 ans au Canada, vous comprenez que je dis plus droit de la personne que droit de l'homme. Depuis son adoption en 1948, la déclaration sert justement de modèle et de cadre d'inspiration pour tout le monde, pour nous tous, pour l'exercice de nos droits. Et pour la promotion aussi des droits. Pour faire la promotion des droits, on s'en réfère. Alors je voulais, dans cette partie introductive, vous dire que au-delà de mes livres, on est là effectivement pour parler aussi de mes livres, mais je voulais qu'on marque tel que mérité cette journée de 10 qui doit être gravée dans nos cœurs à tous. C'est le 10 décembre 1948 qu'a été adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui continue jusqu'à aujourd'hui à nous servir d'inspiration. Alors, ceci m'amène justement à parler de mes livres. La Déclaration universelle m'a servi justement. La question que vous vous poserez, pourquoi vous avez écrit le livre? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai publié 2 livres. Le premier, c'est Justice corrompue, volume 1. Alors, j'ai une série de livres qui vont tous... Le titre principal, c'est Justice corrompue. Alors, on aura Justice corrompue 1, 2, 3, 4. Je suis en train d'écrire le 3 et le 4.
J'ai commencé par le premier. Pourquoi j'ai commencé d'abord par écrire le premier? L'intitulé, comme je vous dis, Justice corrompue, volume 1. C'est Szabo contre l'Université d'Ottawa, donc versus l'Université d'Ottawa. Et le sous-titre, Connaître vos droits et savoir vous battre pour rétablir la justice. Vous comprenez déjà, en écoutant ou en lisant le sous-titre, qu'il s'agit d'un combat pour la justice. Connaître vos droits. Donc c'est un livre que j'ai écrit, non seulement... Le livre est basé sur une histoire personnelle que j'ai vécue. J'ai vécu une histoire de discrimination monstrueuse et d'abus des droits de la personne, pour vous dire, pas de droits de l'homme, des droits de la personne. J'ai été victime au niveau d'une institution universitaire, l'Université d'Ottawa dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour être bref, on voulait simplement m'empêcher de devenir professeur à cette université-là. Okay. J'ai vécu cette histoire, ça m'a rendu malade, on a été devant les tribunaux pendant 5 ans. Avant d'aller devant les tribunaux, comme vous savez, comme ici, pour ceux d'entre vous qui sont étudiants, vous savez que, et même non seulement au niveau des institutions universitaires, partout, au niveau de toutes les... Même au niveau du travail, au milieu de l'emploi, il y a d'abord une procédure. Quand il y a un problème, quand vos droits ont été bafoués, vous avez d'abord l'obligation d'épuiser les voies de recours internes à l'institution. Même en matière de travail, vous avez d'abord un recours interne à formuler. C'est quand vous avez épuisé les voies de recours internes, même à l'université ici, malheureusement, ça c'est pas respecté. Alors, une fois que vous épuisez les voies de recours internes, là, vous pouvez maintenant vous prévaloir d'une action judiciaire. Mais dans ce livre, on a été devant les tribunaux après l'épuisement des voies de recours internes, qui a consacré, qui a démontré qu'il y avait au niveau de cette institution une pratique systémique de violation des droits de la personne. Surtout, c'est la discrimination davantage raciale. On a dit qu'il y a diverses formes. C'est la discrimination qu'on subit de l'autre côté quand vous vivez à l'étranger, en Amérique du Nord ou au Canada, ou je veux dire en Europe, et que vous êtes noir, vous subissez la discrimination sous la forme ethnique, donc on voit l'origine ethnique de la personne. Et on discrimine à l'égard de l'autre. Vous voyez ? Alors, devant les tribunaux, après avoir démontré et relevé la discrimination et même la corruption qui existait au niveau interne à cette institution, la discrimination au niveau de l'institution, ça a pris aussi une autre forme ici. Il faut distinguer la corruption. Tout comme la discrimination, la corruption revêt plusieurs formes. La corruption, elle est morale, elle est matérielle. La corruption, ici, on regarde la corruption, on voit rapidement l'argent. La corruption sous forme d'argent, sous forme matérielle, elle est très sournoise ailleurs. En Europe, en Amérique du Nord, c'est difficile. Quand bien même dans ce cas, il aurait pu en avoir, mais je n'ai pas de preuves pour établir la discrimination ou pour poursuivre pour discrimination, corruption matérielle. Mais la corruption morale, qui est tout aussi grave que la corruption, elle est pire même d'ailleurs. Parce que je ne vous surprendrai pas de dire que, regardons-nous ici, d'une certaine manière, nous sommes tous moralement corrompus. Ça peut vous choquer, mais c'est la nature humaine. Nous sommes des êtres humains, nous avons des sentiments. C'est pour ça qu'en droit, on prévoit des procédures de déport des juges. Quand un juge est saisi d'une affaire où il est en conflit d'intérêts parce que son frère est impliqué, ou une personne qu'il connaît, il a l'obligation de ce qu'en droit on appelle se déporter. Et aussi, les justiciables peuvent demander sa récusation. Sur cette base-là, on peut exiger que le juge, qui refuse de se déporter par lui-même, on peut exiger sa récusation. Pourquoi ? Parce que justement, on est des êtres humains, on a des sentiments. Je connais Dan, si je suis juge aujourd'hui, et qu'il est impliqué dans une cause. Si je cache le fait que je le connais,
mais je ne serai pas en mesure de dire le droit de manière objective. J'aurai un penchant pour lui, je rendrai justice davantage en sa faveur, parce que je suis un être humain. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la corruption morale. Et beaucoup de gens agissent de cette manière-là. Elle ronge la société, alors de manière tout aussi importante, la corruption matérielle. On donne l'argent, vous posez un acte. On ne donne pas l'argent, mais vous êtes corrompu moralement, mais vous faites comme si de rien n'était, et vous agissez, vous prenez des décisions. C'est tout aussi condamnable. Vous voyez. Alors, c'est ce qu'il y a eu dans cette affaire, ça a révélé l'existence de cette corruption. Je parle de ces deux formes majeures, donc la corruption morale et matérielle, mais on pourrait distinguer la corruption qui est passive, qui est active. Active, ça veut dire c'est vous qui posez, c'est le corrupteur qui pose l'acte, et la passive, ça veut dire la personne qui reçoit cette corruption, le corrompu, n'est pas à l'abri non plus. Quand on poursuit les deux. Vous voyez ? Alors, on passe de ce livre, dont je vous épargne des détails, on aura des questions, parce que l'objectif aussi, c'est de vous amener à vous procurer vos livres pour en lire davantage et savoir davantage. Alors, je ne pourrais pas entrer dans les détails, justement, pour ne pas vous priver de ce plaisir, là, vous-même, de découvrir, parce qu'il y a des gens, en lisant, qui fondent en larmes, il y a des gens, en lisant, qui deviennent révoltés par eux-mêmes, par ce qui a été vécu. C'est un calvaire, c'est vraiment une crucifixion qui a été vécue. C'est inimaginable d'entendre et de voir ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu dans cette histoire, et pas en RDC. Moi qui venais d'ici, et je suis parti très jeune, très, très petit, et on imagine, on idéalise un peu le Canada, que c'est un pays modèle de démocratie, de justice, de pays, c'est un pays parfait. Détrompez-vous, quand vous lirez ce livre, vous aurez une image complètement différente de ce qu'il y a. C'est pire ici, mais on vit et on subit la même chose là-bas, c'est vraiment à 2 degrés différents. Mais on vit la réalité de la corruption, de la barbarie, des injustices, des abus des droits de la personne. C'est partout, c'est universel. On n'a pas le monopole, je veux dire. Mais je ne suis pas en train de justifier ce qui se passe ici. Je suis très bien en train de dire qu'ici c'est pire et il n'y a même pas de mesure de comparaison. C'est très très grave. Alors de là, je me suis dit, comme j'ai vécu au niveau interne à l'institution, j'ai épuisé le voie de recours, j'ai vu que je n'ai pas trouvé justice. La justice est corrompue au niveau de l'institution. Maintenant, vous allez vous prévaloir d'une action au niveau de la justice elle-même, la vraie justice. Alors vous allez devant les juges et vous suivez les procédures. Donc ça m'a amené, après avoir vécu tout ça, ça m'a amené devant les tribunaux. Et devant les tribunaux, j'ai fait valoir aussi mes arguments. Je vous dis, j'ai vécu exactement la même chose. Un déni total de justice, la discrimination raciale systémique, le déni de compétence. Vous avez une action en justice, les juges vous disent on n'a pas compétence, on ne veut même pas vous entendre. Et vous comprendrez que, comme je disais tout à l'heure, la justice, elle n'est pas parfaite. Nulle part dans le monde. Parce que les avocats, on vient tous des mêmes facultés. Le monde juridique est très petit. Les avocats se connaissent, les juges ont fréquenté les mêmes universités où ils ont terminé, ils sont de la même promotion, ils se connaissent. Donc, on se parle comme ça se fait ici. Ce que vous voyez ici, ça se fait là-bas. À 2 degrés de gravité moindre, mais ça se fait. Vous plaidez devant un juge, le juge et la partie adverse se retrouvent au restaurant. Mais vous n'avez pas accès au juge parce que vous avez grandi ailleurs, vous ne connaissez pas. Ce qu'on voit ici, ça se fait là-bas. Alors, au niveau de la justice, les juges ont dit ils n'ont pas compétence pour entendre l'affaire. Alors on se demanderait, mais dans quel monde je vis? Vous êtes l'objet de discrimination, vous êtes l'objet de déni de vos droits, vous êtes l'objet d'abus de confiance, d'escroquerie, vous êtes l'objet de rupture de contrat. Alors, l'institution judiciaire,
qui a pour mission de dire le droit, de trancher les litiges pour éviter qu'on vive comme à l'époque de la bière où les gens se rendaient justice eux-mêmes, parce qu'on venait de là. On se rendait justice soi-même. On a dit non, on met en place des institutions et le droit a été créé justement pour nous empêcher de nous sortir de cette jungle dans laquelle nous vivions, où les gens se rendaient justice eux-mêmes. Alors, vous venez maintenant devant ces autorités qui doivent rendre justice, ils vous disent non, on ne veut pas entendre cette telle affaire parce qu'ils voient votre race, ils voient l'institution, ils sont corrompus, et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Et vous regardez, vous comparez d'autres cas similaires. En droit, on appelle ça la jurisprudence. La jurisprudence, c'est toutes les décisions, dans toutes les affaires antérieures qui ont été entendues par les cours et tribunaux, les affaires similaires. Et vous inspirez justement, vous référez aux décisions qui ont été rendues. De quelle manière les juges avaient procédé dans des cas similaires et quel jugement ils avaient rendu et dans quel sens ils avaient prononcé leur jugement. Alors, en droit, vous référez à cela, et surtout en common law. Vous m'excuserez pour ceux qui ne sont pas juristes. Common law et droit civil, nous, on est dans le système de droit civil. Au Canada, aux États-Unis, c'est plus la common law. Common law est essentiellement basé sur, justement, la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, les décisions des juges en force de loi aussi. Donc, ça s'impose. Les décisions rendues par les tribunaux dans une affaire antérieure, ça s'impose aux juges de juridiction inférieure. Donc, seule comme la Cour de cassation peut inverser cette tendance. Sinon, si vous référez à une décision qui a été prise par la Cour d'appel, dans tel sens, dans une affaire similaire, le juge inférieur, donc de la Cour supérieure, est obligé de l'appliquer. Ici, ça n'a pas la même force, mais les juges sont quand même tenus de considérer et la doctrine et la jurisprudence. N'est-ce pas? Alors, vous arrivez là-bas et les juges, il y a une centaine de cas. Le deuxième volume ici, Justice corrompue, volume 2, le titre c'est volume 2, le sous-titre c'est Les juges et le droit, justement. Donc, je fais une analyse exhaustive de la conduite des juges. Comment les juges traitent nos droits. Nous avons des droits qui sont à nous, qui nous appartiennent. Comme on a dit tout à l'heure, en tant qu'individus, nous sommes nous sommes nés libres et égaux, en dignité et en droit, y compris les juges. Maintenant, quand les juges décident d'agir arbitrairement, c'est pire. Moi, ce que j'ai vécu là-bas, j'ai mis des cas similaires ou dans des matières similaires impliquant des personnes de race blanche. Les juges ont rendu des jugements en faveur des étudiants qui étaient aux prises avec les mêmes problèmes, les problèmes de nature similaire, même moindres, de moindre gravité. Mais ils ont statué en faveur des étudiants, ils ont octroyé des dommages d'intérêt d'1 million de dollars. Moi, je poursuivais dans cette affaire pour 2 millions de dollars. Mais dans la mesure où je suis de race noire, l'affaire n'a même pas été entendue sur le fond. Ça s'est arrêté, la Cour a dit, on n'a pas compétence, on ne veut rien savoir. Allez trouver, c'est comme si on vous dit, bêtillot, mais vous allez vous plaindre à la police ou devant au parquet, on vous dit, et on voit ça ici aussi, très grave. Va m'accuser où tu veux, mais il compte sur les relations qu'il a. Et moi, je l'ai vécu. Alors, après avoir vécu tout ça, mais j'étais tombé malade, je vous dis, et on a été devant les tribunaux pendant 5 ans. Qu'est-ce que j'ai pas vécu? Le stress ou la dépression, les troubles de sommeil, des envies suicidaires, j'en passe. C'était atroce. Donc, je vous épargne des détails. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des abus de quelque nature. Il y a des abus sexuels, il y a des abus de vos droits. Il y a des abus, tout simplement, dans le traitement, dans la manière dont vous avez été traité dans la famille, battu, comme on fait. Mais ce sont des abus, c'est abominable. C'est abominable. Alors, après avoir vécu tout ça, et enduré tout ça pendant 10 ans, j'avais senti, je pense, le besoin d'une sorte de thérapie. Comment m'en sortir? Et en lisant et la Déclaration universelle des droits de l'homme et
en m'inspirant aussi de Martin Luther qui dit hein, toute l'injustice quelque part, diminue la justice partout dans le monde. Et aussi, quand vous restez silencieux, comme dit Martin Luther King, lorsqu'on demeure silencieux par rapport à une situation qui est grave, on devient complice, n'est-ce pas? Et ça peut conduire même à l'anéantissement du monde. Alors, référant à Martin Luther King, à Mandela, la Déclaration universelle, je me suis dit non, je ne peux pas me taire. Je dois aussi aider à ce que ça ne se reproduise pas, que personne d'autre ne puisse vivre ce que moi j'ai vécu. C'est tellement atroce que j'ai dit personne d'autre ne doit vivre ce que j'ai vécu. Alors il était question de cesser d'en parler de manière individuelle à chacun des personnes qui me demandaient comment ça a été votre procès, comment ça a été devant les tribunaux, qu'est-ce que vous avez vécu, où est-ce que vous en êtes. J'ai dit non, je vais partager l'expérience justement pour que les gens deviennent sensibles à ce qui a été vécu et voient comment justement éviter de vivre cela et mettre mon expérience aussi en pratique et à la disposition des autres pour promouvoir justement les droits de la personne en écrivant le premier livre. Donc j'ai décidé, figurez-vous l'affaire, devant les cours et tribunaux, la dernière décision de la Cour suprême a été rendue dans cette affaire en 2006. C'est en 2016, 10 ans après que j'ai écrit le livre, le premier. Et je ne vous dis pas comment ça m'a aidé. C'est vraiment une véritable thérapie. Et j'ai appris, comme je vous dis, connaître, j'en ai profité pour apprendre aux autres. Dans la mesure où je suis, comme Dan a bien voulu le dire ici, je suis non seulement écrivain, juriste, mais je suis avocat et je suis défenseur des droits de la personne, des droits de l'homme. Alors, connaître vos droits et savoir vous battre pour établir la justice, j'ai écrit. Et là-dedans, je vous montre les techniques. Comment procéder, les techniques? Il faut prévenir pour que ça ne vous arrive pas. Alors comment prévenir? Quand vous voyez déjà, quel que soit le milieu, même dans votre milieu de travail, même dans le cadre d'un contrat, dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat aujourd'hui, je m'en sers. Je préviens avec mes clients aujourd'hui, il y a des gens de toutes sortes qu'on rencontre dans la société. L'abus de confiance est à la porte à côté. Comment prévenir toutes les situations? Alors, vous avez des techniques ici pour vous documenter. Il faut documenter. Vous avez un contrat, une promesse, mais vous savez que la personne va par la suite nier tout ce qu'il vous a dit. Alors, dans ce livre, je vous apprends toutes les techniques, comment notamment vous documenter pour prévenir et vous assurer qu'en cas justement de conflit, parce qu'un conflit quand il surgit, vous ne savez pas. Vous pouvez être il peut être mon partenaire aujourd'hui, mon meilleur allié en affaires, et là on devient les pires ennemis au monde, et il va nier tout. Ou il va vous causer des préjudices et beaucoup de torts, mais vous ne savez pas démontrer que devant les tribunaux. Et c'est la méchanceté humaine, ça. Alors le livre vous apprend comment connaître vos droits. D'abord, pour arriver à vous battre pour établir la justice, il faut que vous connaissiez vos droits. Alors comment connaître vos droits? Le livre vous apprend, et les différents outils pour vous battre. Et aussi, moi je vous dis, face justement à l'injustice, moi ce que j'ai adopté personnellement comme théorie, en m'inspirant notamment de la Révolution américaine, c'est vivre ou mourir pour vos droits. Moi c'est l'approche de combat que j'ai fini par adopter par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai dit pour mes droits n'ont pas de prix, ma liberté n'a pas de prix, ma dignité n'a pas de prix. Donc moi, personnellement, j'ai adopté comme motif, et vous allez le vivre, les gens qui me connaissent, ils savent, ceux qui me voient, que ce soit au barreau ou devant les tribunaux, je fléchis devant personne. Quand mes droits sont bafoués, je vous rappelle à l'ordre, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et je pense qu'il y a lieu d'imposer justement la démocratie même dans les pays où règne la dictature. Je crois que le peuple lui-même a accepté d'une certaine manière les tyrannies qui existent. Parce qu'on peut refuser la tyrannie, on peut imposer la démocratie et le respect des droits de tous. Le peuple a ce pouvoir-là. Malheureusement, on le voit en Afrique, et ailleurs on le voit cet exercice-là par le peuple. Ailleurs, on voit quand il y a des manifestations là-bas, les dictatures sont balayées.
Vous allez voir 3, 4, 5 millions de personnes qui sortent le même jour. Et le dictateur fuit. Mais en Afrique, malheureusement, on accepte du n'importe quoi. Et voilà, on subit. On subit la dictature, on subit la tyrannie. Et des fois, malheureusement, je pense que des fois, c'est question de choix. C'est malheureux de le dire. Alors, après ce premier livre, justement, qui était un livre à succès, qui a été best-seller, c'est vendu, ça a été publié aux États-Unis, c'est produit encore aux États-Unis, d'où encore le coût un peu cher aujourd'hui en RDC, 50 $ par livre, parce que c'est des livres qui sont produits, imprimés aux États-Unis, donc ça arrive par DHL, les deux, et j'ai décidé par la suite, 2 ans après, comme je vous dis, c'était un best-seller sur Amazon, c'est vendu aussi sur Amazon à travers le monde, et c'est des livres qui sont enseignés aussi au Canada, dont certains profs se servent comme manuel scolaire. J'ai des amis ici qui ont témoigné, ils ne savaient pas que, parce que Joseph Szabo, c'est un peu comme mon nom d'auteur, et quand ils ont vu, mais Zéphira, c'est vous ça. Pourquoi vous n'avez pas mis tel autre nom? J'ai dit non, c'est bon. J'ai dit, mais j'ai acheté ce livre dans le cadre de mon cours, mais j'ai acheté sur Amazon. Vous voyez? Donc c'est des livres que vous retrouvez dans les bibliothèques à travers le monde, à travers les universités, dans les universités à travers le monde. Et donc le deuxième, les juges et nos droits. Et vous voyez voir un sous-titre, Szabo contre système judiciaire corrompu. Donc j'ai attaqué et démonté le système judiciaire. J'ai été sans merci, canadien, et ce soit ministre de la Justice. Et les noms sont là-dedans. On m'aurait pendu ici en RDC si j'avais écrit ce livre et que je citais par exemple le nom du président de la Cour suprême ou premier président, Wamba et autres dans un livre. Vous imaginez les confrères qui sont ici, on m'aurait... les gens s'étonnent, mais comment vous portez des casquettes justice corrompue? Est-ce que vous accusez notre justice d'être corrompue? Est-ce que vous n'avez pas peur pour vous-même? Or moi, aujourd'hui, c'est un mode de vie, c'est un style. Je m'habille comme ça presque chaque jour en casquette. Et mes livres, je ne les cache pas. Et comme je vous dis, à vous aussi, je transmets le message. Je dis, il faut dénoncer. Il faut avoir le courage de revendiquer nos droits, d'exiger la démocratie et de l'imposer. N'est-ce pas? Donc on s'attaque. Moi, les noms sont cités là. Alors, pour faire un parallèle un peu, il y a beaucoup de barbarie qu'on vit dans le monde, mais dans l'exercice de nos droits, on trouve des obstacles, des gens qui se permettent d'abuser de vos droits en toute impunité, parce qu'ils sont assurés d'une impunité. Alors, que faire par rapport à cela? On arrive maintenant au remède. Comment faire quand vous avez vécu? Est-ce que ça suffit d'écrire un livre? Un livre, mais bien sûr, le livre ne suffit pas. Mais le livre est déjà un bon pas pour dénoncer, et ça vous aide aussi d'une certaine manière, comme je dis, de manière thérapeutique, ça vous aide. C'est une thérapie, ça vous aide, et aussi, ça dénonce à grande échelle. Là, les gens sont au courant, et ça fait changer des choses. Je vous dis, ces 2 livres ont fait changer des choses, ont fait adopter des lois, des règlements au niveau du Canada, aussi bien au niveau des institutions universitaires qu'au niveau judiciaire. Il y a eu un changement dans les politiques parce que j'ai dénoncé, et il y a eu des plaintes jusqu'au niveau du Conseil supérieur de la magistrature contre les juges là-bas, et des sanctions. Par contre ici, je ne sais pas, est-ce que les confrères qui sont ici, quand il y a un problème, quand vous saisissez le Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'il y a une suite qui est réservée par rapport à un juge? Alors les juges se permettent de faire n'importe quoi. Or, il y a des actions, comme je vous dis, un livre, des procédures contre devant le Conseil. Que faire par rapport à tout cela? Parce qu'il y a de l'impunité, malheureusement. Quand bien même vous auriez entrepris une action contre un juge, je ne parle pas seulement contre d'autres justiciables, vous savez comment ça se passe. Vous avez une action contre un autre justiciable ici, c'est le plus offrant, c'est celui qui donne le plus qui gagne. Je généralise peut-être, mais vous savez le tableau que je peins, c'est un secret pour personne. La corruption ici, il faut lui trouver un autre mot. La corruption dans notre pays n'a pas de mesure de comparaison avec ce qu'on vit ailleurs, ou ce qu'on voit ailleurs, ou ce qu'on peut percevoir ailleurs. Elle est pas sournoise. Elle se fait, on appelle la corruption, normalement, il y a des mots, comme pot de vin, dessous de table.
Mais ici, c'est plus dessous de table, on doit appeler ça dessus. Ça se passe au-dessus de la table, au vu, au-dessus de tous. Et le Congolais, ingénieux comme on est, on a trouvé à notre corruption une appellation à elle. On l'appelle comment? Motivation maintenant. Est-ce que motiver Ngaï? Mais on va aller avec ça jusqu'où? Que faire alors pour ce qui concerne par exemple notre pays? Que faire? Est-ce qu'il suffit de multiplier des slogans? Tolérance zéro, on a entendu. Tolérance zéro pendant des années et des années. Est-ce que ça a changé? Oh, la prison, il y a de la les prisons vont être... les portes des prisons sont ouvertes. On a entendu ça. Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, on nous parle de l'état de droit. L'état de droit. Très bien. C'est dans la Constitution, d'ailleurs. C'est prévu que la République démocratique du Congo soit un état de droit. Et ce n'est pas le monopole de quelque état que ce soit d'être un état de droit. C'est le principe même fondamental de tout état. Il doit être un état de droit. Mais il faut aller au-delà de simples mots. Il faut l'appliquer. Et ce ne sont pas des lois qui manquent dans notre pays ici. La République démocratique du Congo ne souffre pas d'une carence en matière légale. Les lois sont là. Le problème, c'est l'application de ces lois. Est-ce qu'on a cette volonté d'appliquer les lois qui sont là pour assurer que la justice fasse vraiment son travail en tant qu'institution et en tant que valeur, que la valeur de justice soit préservée? Est-ce que cette volonté est là? Est-ce qu'elle a fait ses preuves? Je crois qu'il y a encore il y a des limites, il y a encore beaucoup à faire. C'est bien beau, manifester la volonté, on applaudit. Maintenant, il faut qu'on aille au-delà pour appliquer, montrer qu'on applique cette justice-là et qu'on l'applique de manière juste, équitable et pas de manière sélective. Or, la réalité est complètement autre. Nous qui sommes du domaine, moi je suis du domaine judiciaire, je vous dis, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Alors, sur ce, j'aimerais vous remettre la parole pour que vous avez certainement des questions, vous brûlez d'envie, on est là pour répondre et je serai honoré de pouvoir répondre aux questions. Parfait. Alors, je commence avec Maître Bongo Joël. Alors, la question très pertinente et très complexe des droits de la défense. Effectivement, les droits de la défense constituent un droit fondamental en droit. Donc c'est un droit qu'on ne peut pas violer et personne ne peut dénier à une personne ou violer les droits de la défense. Les droits de la défense sont sacrés. C'est sacré. Elles doivent être respectées. Alors, je pense que la question ne mérite pas que je m'y attarde davantage, parce que le principe est là. C'est un droit fondamental. Et le cas dont vous avez parlé, c'est un cas, je pense, flagrant de violation des droits de la défense. Et même la composition la composition même qui a été mise en place. 3 juges, comme vous dites, pour juger un homme. Effectivement, ça incite à une suspicion même, légitime. Et vous connaissez vos droits par rapport à cela, lorsqu'il y a une suspicion. Lorsqu'on pense, on estime que les droits de la défense ne sont pas respectés, on a des mécanismes pour contester, justement. Alors je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, mais ça démontre tout simplement, encore ce qu'on dit, c'est ce dont on parle aujourd'hui, la corruption de notre appareil judiciaire, la corruption du système. Le système est rongé, gangrené par la corruption. Alors qu'est-ce qu'il faut? Moi j'applaudis. Je pense qu'il faut contester, il faut dénoncer. Et il faut prendre les actions, conformément à la loi. Il ne faut pas accepter la médiocrité. Je pense qu'on est entré, on sombre de plus en plus dans la médiocrité dans ce pays, et sans que les gens soient nécessairement des médiocres. Je veux dire, on a des gens de compétences, mais qui, à cause de la corruption, ont vendu leur âme. Et là encore, on peut voir aussi les causes de la corruption. Ça nous amène aussi à voir.
parce que on pourrait me reprocher de dire c'est facile de dénoncer la corruption. Mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez fait l'état des lieux pour connaître les causes de la corruption, pour s'attaquer à la corruption à l'origine, pas seulement reprocher les corrompus? Voir pourquoi ces gens sont corrompus? Pourquoi les juges se comportent de telle manière? Ça, c'est des questions aussi légitimes. Effectivement, il y a la question du traitement salarial, la question de traitement, les salaires que ces gens-là perçoivent. C'est un des motifs, c'est une des causes de la corruption. Est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'une personne qui a 25 ans de carrière, qui est juge, les juges sont respectés comme vous ne pouvez pas imaginer dans des pays comme la France, les États-Unis, le Canada. Un juge n'a rien envié à un politique. Ici, c'est l'inverse. Les juges, les avocats, les médecins, bon, ils n'ont rien envié aux politiques. Ici, on voit des avocats clochardisés, on voit des médecins clochardisés, on voit des juges, des procureurs clochardisés. Alors, tant qu'on n'aura pas réglé non plus, je ne suis pas en train de justifier, je ne suis pas en train de leur fournir des excuses, mais je suis en train de dire qu'il y a une responsabilité de l'État pour régler le problème de la corruption. Il ne suffit pas de dire non, on doit mettre fin à la corruption, état de droit, tolérance zéro. Non. Il faut faire une étude, il faut faire l'inventaire, les causes de la corruption, et les causes sont connues. Et quelles sont les pistes de solution? Les pistes sont là, mais la volonté de les appliquer, la volonté n'a jamais été là, parce que l'homme politique et les législateurs dans ce pays, on sait ce qu'ils font. Ils s'accaparent la part du lion, ils votent des lois, les membres du Parlement, les députés ici, les sénateurs, ils votent des lois en leur faveur. Ils s'octroient des avantages et des salaires faramineux au détriment de tous. Et on est là à les regarder. C'est ce que je disais d'une certaine manière, on accepte la médiocrité et on accepte la tyrannie de la politique dans ce pays, et du politique. On devient complice. Comment voulez-vous que les sénateurs s'octroient des salaires de 15-30 000 $, des conseillers à la présidence des 30 000 $ par mois, pendant que le juge a 500 $, le procureur a 400 $? Et vous allez reprocher au procureur d'être corrompu. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on a vraiment la volonté d'aider ce pays à aller de l'avant? Je pense qu'il faut renverser le paradigme et on renvoie la balle du côté politique. Et la politique, qui dit politique, dit l'autorité suprême. Je pense que le président de la République doit faire plus que ça, montrer plus que ça sa volonté et sa détermination à l'avènement d'un état de droit dans ce pays. Jusque-là, on n'a pas vu. Parce qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Vous direz que je prends un mauvais exemple. Prenons le Rwanda ici à côté. Ce pays on va me dire, non, le Rwanda s'est enrichi avec le pillage de ressources premières. Je veux bien, oui, aussi. Mais qu'est-ce que nos propres dirigeants ici font avec nos ressources et notre argent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils mettent ça à la disposition du pays pour développer le pays? Au Rwanda encore, s'ils volent ici, je ne suis pas en train de justifier. Don't get me wrong, il ne faut pas me faire dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je ne justifie rien. Je veux dire, il y a un dictateur qui est en place, mais qui a une vision, qui a une détermination, qui a fait de son pays le pays le moins corrompu d'Afrique. En un rien de temps. Qui a fait de son pays le pays parmi les plus propres au monde, en un rien de temps. Ça prend une personne qui donne réellement l'impulsion de haut. Il ne faut pas dire non, c'est tout le monde. Non. Je ne crois pas à cela. Je pense que l'impulsion doit venir d'en haut et le modèle doit venir d'en haut. Et l'impunité, la personne qui peut mettre fin à l'impunité, c'est la personne qui est en haut. Et quand on laisse, ou bien quand ça devient sélectif, ben c'est là où la jungle revient et on peut aboutir à rien. L'impunité n'a pas sa place et la sanction doit être la même pour tous. Et le modèle et l'exemple, une fois qu'elle est donnée, je pense que le problème que vous avez soulevé, les droits de la défense, ça rentre dans le titre, les juges et le droit. Les juges font du n'importe quoi au point où je me suis posé la question, ici j'ai dit, les juges sont-ils au-dessus de la loi?
Est-il un sacrilège de poser la question? Est-ce un sacrilège de poser cette question? Non. Ce n'est pas un sacrilège. Les juges ne sont pas au-dessus de la loi. Et c'est bien de leur dire. Moi, je suis avocat, pour comparer devant les juges, je n'hésite pas à leur dire, j'espère que je ne suis pas devant une juridiction de marionnettes ou devant des juges d'opérette. Moi, dès que le juge sort de la ligne, je rappelle, je dis, j'espère que je ne suis pas devant une instance de marionnettes. Parce qu'il faut leur rappeler ça. Parce que jusque quand, comme je dis, jusque quand allons-nous en tant que société tolérer ou laisser les juges continuer à se conduire tels qu'ils font? Il y a lieu de se révolter, de dire non. Mais entre-temps, il y a lieu aussi de dire aux politiques qu'ils doivent aussi prendre les mesures requises pour s'assurer que les choses aillent mieux au niveau de l'appareil judiciaire. Je pense que, pour répondre à votre question, je crois que les droits de la défense, je ne vais pas entrer dans les technicalités juridiques que certains ne comprendraient pas. Je pense que j'espère avoir répondu au moins à la question. Monsieur Mung, est-ce toute la justice qui est corrompue, et dans tous les pays du monde? Je pense que vous êtes arrivé en retard, parce qu'on a justement démontré que la justice est corrompue. Effectivement, la justice est corrompue partout, même partout à travers le monde, mais à des degrés différents. C'est le degré de gravité qui diffère. La justice est beaucoup plus corrompue dans ce pays, et c'est notoire, et c'est flagrant, et on en parle, c'est au vu de tous, c'est reconnu par nos dirigeants, par nos politiques, par nos gouvernants. Ils vous le disent. Mais ils ne font rien. Ils ont fait quoi? Rien. En France, aux États-Unis, en Europe, dès qu'il y a un problème, dès qu'on parle de corruption de la justice, les mesures sont prises. C'est ça la différence. Les mesures sont prises. Ils ne peuvent pas laisser la situation pourrir. Ils ne laissent pas la situation pourrir. D'où là-bas, le niveau de corruption est je veux dire, atténué, mesuré. Vous voyez? Parce que les actions sont prises. On l'a ici, on est passif, l'impunité. Il y a même une prime qu'on donne à ceux qui détournent notre argent dans ce pays. On le vit. Les seigneurs de guerre, par exemple, les gens qui... Oui. Ici, il y a une prime. On donne une prime à ceux qui font le mal dans ce pays. Ailleurs, c'est pas ça. Dès qu'il y a corruption, on prend des mesures, on va s'assurer que la justice... On va vous dire, le Premier ministre du Canada, même des États-Unis de la France, va vous dire que notre justice n'est pas parfaite. Mais il y a des choses qu'ils ne laissent pas passer comme nous, on laisse passer. Ici, on va vous dire, le premier président de la Cour de tel a détourné autant, mais le lendemain, vous le retrouvez, il est promu. Il est promu. Qu'est-ce que vous voulez? Le népotisme étant... Là-bas, le Premier ministre du Canada, ou vous voyez Sarkozy qui était président de la France, qu'est-ce qu'on fait de lui? Regardez Sarkozy, qu'est-ce qu'il ne subit pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a une immunité judiciaire pour les politiques en France, aux États-Unis, au Canada? Ou en Belgique? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'immunité politique. Et ici, c'est l'impunité, l'immunité, et qui fait qu'on a un appareil judiciaire qui est corrompu à un niveau qu'on ne peut pas comparer au niveau d'autres pays. Mais pour vous répéter, ça veut dire que la justice est réellement corrompue. Ici, elle est rongée par la corruption. Elle est complètement rongée. Et je ne sais pas, elle ne tient même plus debout. Il n'y a rien. Ce qu'on voit là, c'est, je ne sais pas, c'est les praticiens, les gens qui sont les praticiens. Dans le domaine de la justice, on sait ce que c'est. Il n'y a rien. Cette justice-là est corrompue à un niveau, vous ne pouvez même pas imaginer. Le confrère vient de vous donner un exemple. Moi, j'en ai vécu. Moi, ça fait moins d'1 an que je suis au barreau. J'ai déjà des plaintes, et au pénal, et d'autres contre au moins 2 greffiers. Et j'ai envoyé aussi copie à l'agence, à la fameuse agence de lutte contre la corruption, contre la prévention et l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. J'ai envoyé toutes ces copies-là pour qu'ils fassent le suivi. Parce qu'il n'y aura rien. J'accuse 2 greffiers, non seulement il y a une procédure pénale, mais au niveau disciplinaire, vous pensez qu'il y a eu une sanction? Même au niveau disciplinaire, moi je serais le greffier divisionnaire, je prendrais déjà des sanctions, des mesures disciplinaires avant même qu'on statue sur la procédure pénale. Mais les greffiers sont là. Ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez?
On veut rien faire. On n'a pas démontré ce qu'on veut faire avec notre justice et on laisse la situation pourrir et on laisse la corruption continuer à ronger le système. C'est ce que je disais tout à l'heure, le président a mis en place, a créé une agence, mais on ne peut pas multiplier les agences. C'est s'assurer de l'application des lois qui sont là. On peut créer autant d'agences qu'on veut, agences de lutte, mais qu'ils entrent en action. Qu'est-ce qu'il y a eu déjà au niveau de l'agence? Qu'est-ce qui a été fait en, je ne sais, 6 mois d'existence? Qu'on nous dise qu'est-ce qui est fait, où est la différence avec cette agence et qu'est-ce que les cours et tribunaux n'auraient pas pu faire? Et qu'est-ce qu'ils devraient tous faire? Moi, c'est tout ce que je veux. Je ne suis pas politique. Je me limite, je n'aimerais pas qu'on m'attaque ici parce qu'il aurait dit, parce qu'il y a tellement de fanatisme dans ce pays. Vous voyez, vous pouvez dire, ah, un fanatique va vous attaquer, ah, il critique l'autorité morale, et ceci, cela. Je ne suis pas politique, je suis en train de dire les choses sans mâcher mes mots, qu'il n'y a rien qui est fait. Au contraire, on est en train de laisser la situation pourrir. L'application, une question encore tout aussi pertinente que les précédentes. Qu'est-ce qui freine l'état de droit dans ce pays? L'application de l'état, ou la mise en œuvre. On a annoncé l'état de droit, qui, comme je vous dis, est consacré par la Constitution. Donc c'est rien de nouveau. C'est pas un programme qui soit un monopole d'un quelconque parti politique. Je pense que l'état de droit, c'est rien que le fondement de tout État. Un État qui doit être basé sur le droit, donc où règne la primauté du droit. Et c'est consacré par ce principe que je fais mien, nul n'est au-dessus de la loi. C'est tout simplement ça. L'état de droit ne veut rien dire d'autre. Veut dire la primauté du droit sur l'État. Donc ça veut dire toute la soumission de toute personne, que ce soit politique ou civile, toute personne est soumise au droit. Personne n'est au-dessus de la loi. L'état de droit, qu'on ne vous trompe pas, ne veut pas dire autre chose. C'est le droit qui prime, la primauté du droit par rapport à toute personne, par rapport à toute question qui se pose. Et nul n'est au-dessus de la loi. Alors, qu'est-ce qui freine l'avènement effectif ou l'application, comme vous dites, de l'état de droit? Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est tous ces mots, c'est toute cette corruption, c'est toute comment on appelle, le tribalisme, c'est toute cette discrimination. Quand vous avez le népotisme, quand vous êtes ministre ou président de la République et que tout se fait, toutes les nominations, ou même dans le bureau, faites le tour des bureaux des ministres ici, vous allez le dire vous-même, vous allez voir. Allez-y dans les bureaux des juges, allez-y dès qu'il y a une nomination, allez-y au cabinet du président de la République, regardez au cabinet du Premier ministre. Mais ce sont tous ces mots-là, toutes ces antivaleurs dont on veut se débarrasser. On proclame qu'on veut se débarrasser des choses, mais on garde, quand on regarde la réalité des choses, il n'y a rien qui change. Rien n'a changé. Il n'y a rien qui change. Alors, c'est tout ça qui retarde l'application de l'état de droit. On proclame l'état de droit, mais l'institution qui est censée justement aussi assurer dans l'application de la loi, qui assure l'application de la loi? Ce sont les cours et tribunaux, c'est la police, les agents chargés de l'application de la loi. Et au niveau de l'administration. Malheureusement, ce sont tous ceux-là qui sont censés assurer l'application et la mise en œuvre de la loi. Ce sont eux, au premier chef, qui violent les lois dans ce pays. Qui ne payent pas les impôts ici? Ce sont eux au-dessus là-bas. Qui ne payent pas les plaques d'immatriculation? Les chauffeurs de taxi, là, ils souffrent ici. On leur fait payer les taxes d'immatriculation. Mais qui paye? Est-ce que vous pensez qu'il y a un ministre ici qui paye ces taxes? Ils ont des plaques d'immatriculation, même leur voiture privée. Ils ne payent pas des impôts, ils ne payent pas les taxes, ils ne payent pas... Qui dérogent aux lois ici, dans ce pays? Ce sont ceux-là qui sont censés assurer l'application de la loi. En commençant par le haut jusqu'en bas, et chacun à son niveau, chacun dans les prérogatives qui sont les siennes, abuse de nos lois, freine l'application de la loi, coup de fil, libéré tel qui est parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère, et on va placer telle personne à tel poste parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère. Ce sont... J'ai un frère là-bas, je pense que c'est une question très très pertinente, Dani Luca. Pourquoi la loi n'avance pas? C'est tout cela. C'est à cause de c'est tous ces mots que tout le monde proclame fortement qu'on veut
auquel on veut s'attaquer. Et personne n'a le monopole de dire que, je suis le premier à le dire, il n'y a personne qui va venir dans ce pays, même sous Mobutu et autres. Tout le monde a le même objectif. Il n'y a personne qui peut dire, moi je suis là pour desservir les intérêts du peuple. Tout le monde va vous dire, moi je suis là pour le bien du peuple. Mais quand vous entendez les politiques vous disent, moi je suis là pour l'intérêt général, et les gens applaudissent, les gens sont impressionnés. Mais vous pensez vraiment qu'il y a un idiot, excusez-moi l'expression, qui viendrait dire que moi je suis là pour l'intérêt contraire? Mais c'est pas ça qui compte. Mais vous vous attachez à ça, et à partir de là vous applaudissez. Alors c'est pour ça que je dis, vous êtes, et on est complices de ce qu'on vit. On est complice de cette non-application de l'état de droit. Parce qu'on applaudit n'importe quoi. On n'est pas alerte. Maître Mwaka. Mais l'avocat est tout aussi complice et responsable dans ce pays. La corruption est là. L'avocat ne dénonce pas non plus. L'avocat devient, au nom du client ou par d'autres mécanismes, il devient le corrupteur. Les juges sont les corrompus. Donc, on assiste à une théâtralisation de la justice où, à cause du système, à cause de l'impunité, les gens pensent à leur poche et puis voilà, l'avocat est complètement complice, il est complètement responsable. Et tout le monde est responsable. On vous dit, on va s'attaquer à la corruption. Allez au palais du peuple, on m'a appelé tout à l'heure. Il y a une maison là, les députés sont là-bas en train de se faire soudoyer. Et entre-temps, on dit qu'on s'attaque à la corruption. On suit, voilà les techniques. Jeune Afrique a publié hier. On a parlé de Kabound. Voilà ce qui est en train de se faire pour ceci, pour telle fin. Mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est normal? Voilà. Alors c'est tout ça. Tout le monde est complice. Tout le monde est complice. Et on attend justement cette impulsion qui vient d'en haut pour dire « Niet, on arrête là comme Kagame a fait ». C'est un mauvais exemple, vous me direz, comme je dis, mais il a réussi à ramener son pays du niveau d'un des pays les plus corrompus au monde au niveau le pays le moins corrompu d'Afrique. C'est la détermination d'une personne, c'est un miracle. Moi, je pense que ce pays va changer. Et si le pays doit changer, ça doit venir, l'impulsion doit venir de une seule personne peut changer ce pays. C'est une personne, d'après moi. Parce qu'il va mettre fin à tous les autres maux et ça va aider. Et le pays voisin est ici. Et ailleurs, c'est comme ça. Alors, quel modèle de juge proposez-vous pour la société et pour la RDC? Des juges d'abord compétents, des juges, comme je vous dis, mais il faut qu'ils soient compétents. Il ne faut pas que ce soit des nominations non plus auxquelles on assiste. Si c'est des nominations sur des bases politiques ou sur des bases de népotisme et autres, mais on n'est pas sorti de l'auberge. C'est tout simplement ça. Sur base de la méritocratie. Le mot est simple, il n'y a pas de formule magique. Sur quelle autre base voulez-vous qu'on propose des juges? C'est sur base de la méritocratie et sur base de la moralité. Et la moralité, il faut même en faire l'élément numéro 1. Or, qu'est-ce qu'on fait? Des juges immoraux ici, vous allez les retrouver, ils sont promus. On le voit. Des juges immoraux. Et qu'est-ce qu'on voit? Le lendemain, il se retrouve président à tel endroit. Mais écoutez, on a vu, non? Il y a eu des nominations cascades de juges aussi. Allez chercher des noms, vous allez m'en dire. Allez voir, il y a des juges qui ne doivent même pas être là. La moralité, qu'est-ce qu'on en fait comme critère? On ferme les yeux. On privilégie les critères politiques, appartenance, même idéologie ou appartenance ethnique. Mais comment voulez-vous régler l'appareil judiciaire? La dernière question de Maître Mwaka, êtes-vous sûr que tous les Congolais connaissent leurs droits? Non. Non, absolument pas. Le Congolais, justement, est berné, le Congolais est manipulé par le politique. Non seulement ça, le niveau d'éducation, regardez. Là, je veux pas, le temps nous manque, malheureusement, mais ça commence déjà au niveau de la structure. Les Congolais ne peuvent pas connaître leurs droits parce que déjà, l'éducation laisse à désirer. Est-ce qu'on a tous accès à l'éducation? Alors, il faut mettre les priorités là où il faut. L'éducation, le budget du ministère de l'Éducation, de quel ordre? Voilà les questions. Quand vous ne développez pas le capital humain, vous voulez vous attendre à quel genre de capital humain dans la société? Zéro. Donc ça va être le reflet du système et des choix politiques qu'on fait. Le peuple congolais ne peut pas, parce qu'il est ignorant, parce qu'il n'accède même pas le congolais, il ne lit pas. On a cette journée importante. Il y a combien de personnes ici? Ailleurs, cette salle aurait été, il y a combien? Une trentaine ou vingtaine, trentaine de personnes.
Ailleurs, ça aurait été 200, 300, 400 000 personnes. Le Congolais n'aime pas lire, il n'aime pas la lecture. Il ne veut pas accéder non plus à la connaissance, à la culture. Donc, le Congolais ne connaissait pas ses droits. Il lit pas ses droits. Voilà la question, voilà la réponse. Alors, comment est-ce que le Congolais peut défendre ses droits s'il ne connaît déjà pas ses droits? Sur notre préoccupation est la suivante. Quel est l'apport de votre ouvrage par rapport à la journée d'aujourd'hui, la journée internationale de droits de l'homme? Mon livre, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, a été d'abord inspiré aussi de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 1er qui dit que tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Alors ça a pleinement son sens. Ça montre qu'il ne faut pas qu'il y ait aucune distinction au niveau des hommes, ni de race, ni de tribu, ni d'appartenance ethnique ou autre, ce qu'on appelle le tribalisme et tout ça ici. Alors mon livre dénonce justement tous ces mots. Mon livre contribue justement à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme, contribue à la promotion de l'exercice des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des individus. Et donc ça participe justement aux objectifs même de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1948 et dont aujourd'hui nous célébrons la commémoration. Dans le contexte congolais, quelles sont les solutions que l'État congolais doit mettre en place pour une justice non corrompue? Ça, c'est une question très très large. Alors, il faut d'abord faire l'inventaire ou recenser les mots, parce que la justice est rongée, elle est complètement rongée dans ce pays. Il n'y en a pas de justice. Il y a une justice, dans un moment, on pourrait dire il y a une justice à deux vitesses, mais je crois qu'on a dépassé ce niveau-là. La justice à deux vitesses existe ailleurs. Déjà, dans d'autres pays, la justice est à deux vitesses, d'une certaine manière. Mais ici, on a été trop bas, donc on a laissé la situation pourrir. La situation est calamiteuse. Moi, je travaille dans le secteur judiciaire. Je ne sais pas par où il faut commencer, là. Je pense qu'il faut une action forte qui ne peut venir que d'en haut. Donc, du président de la République, il faut une impulsion, une détermination beaucoup plus grande que ce qu'on a vu jusque maintenant. Il ne suffit pas de multiplier des agences, la création de l'agence de lutte, de prévention et lutte contre la corruption, et d'autres structures et des nominations de juges. Ça n'a rien changé. Rien changé. Parce que les mots, les tares qui rongent la justice sont là et on s'y est pas attaqué. Des juges immoraux ont été promus à d'autres postes. Alors, il y a tout un travail à faire au niveau d'abord d'assurer, de doter la justice de juges qui soient moralement respectés. Et ça, on ne l'a pas. La moralité doit être le premier critère de nomination des juges. Et non pas l'appartenance politique et autres. Et au-delà de la moralité, il y a la méritocratie. Il faut des juges compétents. Et ça laisse à désirer. Vous allez voir, l'incompétence est des fois, parfois notoire. Alors vous voyez, donc il y a des mots, mais entre-temps, de l'autre côté, on ne peut pas simplement reprocher aux juges d'être corrompus. Il appartient aussi à l'État, au gouvernement. Donc l'impulsion doit venir d'en haut aussi, pour mettre ces gens-là dans les meilleures positions de travail, dans les conditions de travail optimales. Quand un juge gagne $600, quand un procureur gagne $300-400, et que les politiques se taillent la part de lion pour s'octroyer $20-30 000 au niveau des sénateurs, au niveau des conseillers du président de la République, au niveau des députés, le juge se retrouve avec $600. Vous ne pouvez pas lui demander de ne pas chercher un autre moyen pour lui aussi pouvoir nouer les deux bouts de moi. Je ne justifie pas cela, mais je dis il appartient aussi aux politiques de trouver des solutions pour mettre ces gens-là dans les meilleures conditions de travail. Et la sanction, en fin de compte, l'impunité ne doit pas avoir lieu. Dès qu'il y a une plainte contre un juge, on doit punir. Mais on ne doit pas leur donner une prime encore. Il faut pas qu'il y ait une prime à la corruption ou à l'immoralité. Voilà. Maître, ce qui étonne est que vous êtes en train de mettre l'accent sur la moralité, mettre l'accent sur la responsabilité de politique et consorts. Mais moi, je pense que le problème n'est pas seulement à ces niveaux. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le même politique, qui sont acteurs politiques, qui sont députés de l'autre côté, sont professeurs de droit. Non seulement professeurs de droit, nombreux sont avocats. Et ce qui est plus grave est que ceux qui enseignent le droit sont également magistrats. Alors, le problème, c'est surtout à quel niveau? Ceux qui sont avocats, également à l'Assemblée nationale, au Sénat et consorts, pour dire l'ensemble du Parlement, érigent de loi.
Ils sont là dans la législation. Mais qu'est-ce qui fait que l'appareil judiciaire ne marche toujours pas alors qu'ils soient là? Donc, ce qui veut dire que même si on faisait allusion à la moralité, aux critères dont vous faites mention, on ne pourrait pas toujours être satisfait. Mais justement, donc il y a tout un système qui est là, qu'il faut démonter. C'est le système qui a été implanté et qui se perpétue. Donc il y a un système de corruption systémique qui est là. Il y a un système d'anti-valeurs. Donc les gens sont rongés. Il y a d'abord, c'est un problème, c'est ce que vous dites, le problème est large. C'est ce que j'ai dit, c'est une question large. C'est pas une question, c'est une question dont il faut cibler tous les maux, toutes les causes. Et s'attaquer aussi aux causes, voir toutes les pistes de solutions. Mais ce qu'on n'a pas fait, on a laissé pourrir la situation. C'est ce que je dis, c'est que c'est un système d'immoralité, un système de corruption, un système de népotisme qui contrôle et qui s'est incrusté même dans la gestion, dans la gouvernance de l'État. Alors tant qu'on n'a pas mis fin à ce système, il ne peut pas avoir de solution. Donc c'est au niveau de la structure mentale de toutes ces personnalités que vous citez. Ils sont tous rongés par la corruption. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la corruption morale. Elle est tout aussi grave que la corruption matérielle. Parce que là, vous abordez la question de la corruption matérielle. On ne peut pas régler ça tant qu'on n'a pas non plus réglé la question de la corruption morale. Les gens sont moralement corrompus à un niveau trop élevé, tellement élevé, et ils profitent de l'impunité. Il y a une impunité. Il y a des choses qu'on voit dans ce pays, ailleurs, mais comment on laisse pourrir la situation? Malheureusement, c'est un constat. On dit que la justice élève une nation. On dit que l'état de droit est un thermomètre de la démocratie. Mais dans l'allure où vont les choses, pourrons-nous espérer un Congo nouveau et meilleur? Bien sûr, il faut rester optimiste, mais il ne faut pas se limiter aux mots creux, aux slogans. On a besoin d'action. Il faut qu'on palpe ça sur le terrain. Ça fait des années, ça fait plus de 60 ans, c'est des mots et c'est des promesses vaines. On doit aller au-delà pour avoir des résultats mesurables. Qu'est-ce qu'on a fait en 3 mois, en 6 mois, depuis qu'on a proclamé telle action ou l'état de droit? Ça fait 2 ans. En 3 mois, qu'est-ce qui a changé de manière mesurable au niveau de l'appareil judiciaire? En 6 mois, est-ce que les greffiers se comportent mieux? Est-ce que les décisions sont mieux rendues? Est-ce que les causes contre des juges ou contre les hommes politiques sont prises en considération et mieux traitées? Combien de décisions ont été rendues en matière de corruption? Combien de juges, les ministres ici, on sait, il arrive en fonction, je connais un ministre, en fonction, le premier mois, il achète une maison à GB de 800 000 $. Où est-ce qu'il y a l'argent? Et ça, c'est au vu au-dessus de tous. On vide le caisse. Ben bien sûr, on se sert à même les caisses de l'État. C'est notre argent qui est détourné de manière systématique. Il y a un système de détournement systémique qui est en place, qui a fait dire à un ministre belge que l'État congolais n'existe pas et que c'est un système de détournement personnel de deniers publics par nos politiques. Il faut que ça change. Et les mots ne suffisent pas. On veut voir ça. Et l'impulsion doit venir d'en haut. Je pense que le président montre une volonté, mais la détermination doit être plus grande et il faut qu'elle soit manifeste. Il faut qu'on la voie. Palpable, mesurable. C'est ce qu'on ne voit pas. Vous pensez que la responsabilité ne se situe qu'au niveau de politique, pas au niveau du peuple? Mais c'est d'abord l'impulsion doit venir d'en haut. Le peuple, sa responsabilité, comme j'ai dit, c'est d'accepter l'inacceptable. Le peuple accepte n'importe quoi. Le peuple peut imposer le respect de ses lois, le respect de ses droits par les politiques. Le peuple devient complice en acceptant du n'importe quoi. Il est là, il subit, il vit, ça fait des années. Et on va continuer à subir. Le peuple subit. Le peuple doit pouvoir revendiquer et imposer la démocratie dans un pays. Et imposer la gouvernance, imposer à l'homme politique. L'homme politique doit être redevable. Il doit rendre compte. Ici, l'homme politique ne rend pas compte. Personne ne rend compte. Ceux qui violent les lois dans ce pays, ce sont les politiques. Ceux qui ne payent pas les impôts, ceux qui ne payent pas leurs taxes, ils ne rendent aucun compte. Normalement, vous êtes politique, vous êtes nommé à des postes de responsabilité, de gestion publique. Vous devez rendre compte au peuple. Qu'est-ce que vous faites de mon argent? Ils ne font pas cela. Et ils bénéficient, dans leur complicité, de l'immunité totale. Ils profitent tout simplement de la naïveté de la population. Non. Non. Je ne pense pas que c'est le peuple. Le peuple a sa part de responsabilité, mais le rôle du politique est là d'assurer que le pays soit bien géré. Ce sont les gouvernants. Ils ont des responsabilités en matière de gouvernance du pays.
Donc, ils ne peuvent pas se soustraire de leurs responsabilités. Juste un mot pour la jeunesse par rapport à l'ouvrage. Et surtout que nous avons une jeunesse qui ne lise pas, une jeunesse qui ne se donne pas à la lecture, une jeunesse qui n'accroît pas. Quel est le mot que vous pouvez lancer, un appel pathétique à la jeunesse? Non, ça c'est très grave. Cette situation est très grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'éducation devait être au centre. L'éducation pour former et doter ce pays du capital humain dont on a besoin. Un pays sans capital humain est voué à la perte. Il faut développer le capital humain. Alors il faut renverser les paradigmes dans ce pays pour permettre justement à cette jeunesse d'accéder à l'éducation dès le bas âge. C'est ce qui est fait. On a commencé avec le système, quoique dans la précipitation, mais c'est déjà un bon pas. Déjà, assurer que tout le monde ait droit et accès à l'éducation. Mais il faut qu'ils aient accès à la bonne éducation et de manière prévisible. Et il faut qu'ils aient accès à la culture, des bibliothèques. Il n'y en a pas. Comment voulez-vous que les gens lisent dans un pays où il n'y a rien, il n'y a pas de bibliothèque? Toutes les infrastructures publiques sont dans un état calamiteux. Alors, il y a beaucoup à faire dans ce pays, mais on ne peut pas être pessimiste pour dire que ça n'ira pas un jour. Ça ira, je pense que c'est simplement question d'une bonne impulsion qui vienne d'en haut et qu'on s'assure que chacun à son niveau respecte et honore et s'en tienne à ses engagements. Autrement, la redevabilité veut dire quoi? Si vous ne rendez pas compte au peuple, vous n'assumez pas vos responsabilités comme il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vous retirer le mandat public. Il faut vous traduire en justice si vous détournez l'argent de l'État. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Alors, est-ce que vous serez de même avis que moi lorsque les jeunes disent tout simplement qu'il y a d'autres historiens, d'autres professeurs animent généralement des conférences à la Gombe dans des communes évoluées par rapport aux communes de banlieue? Mais naturellement, ils sont défavorisés. Le niveau de pauvreté atteint un niveau, l'extrême pauvreté atteint un niveau dramatique dans ce pays. Alors on voit ça, les disparités sont très profondes. Alors vous avez Gombe, vous avez seulement moins de 8%, je pense, des populations profitent des richesses de ce pays. C'est inacceptable. Il faut une meilleure répartition des ressources, au-delà des tribus, au-delà des appartenances politiques, des familles et des lieux d'habitation. La répartition des ressources naturelles doit être équitable, assurer le développement équitable de tous. Et c'est pas fait. Voilà, nous arrivons à la fin de notre activité de ce jour. Et je tiens personnellement à vous remercier d'avoir répondu à ce rendez-vous. Et je vous signale que nous allons nous retrouver le mois prochain, ce sera au mois de janvier, avec M. Serge Mata, qui est professeur au lycée français et qui a écrit un ouvrage sur l'actuel président de la République. Le livre s'intitule « Félix, mission pour le Congo ». Il va nous parler de cet ouvrage, évidemment, et je crois qu'il y aura beaucoup à dire lors des échanges, parce que, vu l'actualité, on ne va pas mettre l'accent sur l'état actuel de la politique, mais on va plutôt parler de notre président en tant qu'individu et de sa mission qu'il a pour la République démocratique du Congo.